Non, non, vous ne rêvez pas, tous ces gens ne font pas la queue pour réclamer de la nourriture ou bien même l'asile politique. Tous ces gens viennent acheter le nouvel album de Michael Jackson. And record companies really do conspire against their artists. They steal, they cheat, they do whatever they can, especially the black artists. Why did you name the album Invincible? The Guinness Book of World Records just enlisted me another time as the artist who's had the longest stretch career since I've been a little kid to this point with still hit records and number one records. I'm so proud and honored that I've been chosen from the heavens or whatever it is to be invincible and to just continue to grow and to serve the people. Wonderful entertainment. Tommy Mottola is the president of the record division. He is a mean, he's a racist, and he's very devilish. The king of pop is here, the biggest selling artist in the history of music. 2001. C'est sous une foule en extase que Michael Jackson apparaît en plein milieu de Times Square dans une ville encore tout fraîchement choquée des attentats qu'elle a subis. Les fans l'ont beaucoup attendu. Il s'agissait de la sortie du tout nouvel album de Michael Jackson intitulé Invincible. Mais en revanche, ce que le monde ne savait pas encore à ce moment-là, c'est qu'en à peine quelques mois, la situation allait totalement changer et on allait assister à la descente aux enfers de Michael Jackson. The way they get revenge is to try and destroy my album. But I've always said good art never dies. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire complète du dernier album de Michael Jackson, Invincible. Des nouvelles sonorités que Michael a inclus à l'album, au succès de You Rock My World, en passant par le boycott que l'album va subir de la part du propre label de Michael Jackson et de la guerre publique que tout ce drama va engendrer. Aujourd'hui, on va prendre le temps de comprendre cette partie trop peu évoquée de la vie de Michael Jackson. Alors, n'hésitez pas à prendre un petit truc à manger, à vous poser confortablement dans la vidéo car ça va être long. Et bien sûr, si vous aimez la vidéo, la meilleure manière de me soutenir est de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et s'il vous plaît, faites-le vite parce que là je commence vraiment à avoir très froid. Et c'est parti, on peut commencer. Pour revenir à l'origine de l'album, il faut s'arrêter en 1997. Le 15 octobre de cette année, Michael dit au revoir à ses fans sur scène en Afrique du Sud après avoir passé ses 13 derniers mois en tournée à travers le monde afin de soutenir son dernier album en date, History. Michael sort de là avec l'envie d'encore continuer la promotion de cet album, avec l'envie de sortir un tout dernier titre en single, Smile, avant que la maison de disques ne vienne lui dire « Arrête tes conneries, ton album il est sorti il y a plus de 2 ans et demi, il s'est déjà écoulé à plus de 20 millions d'exemplaires à travers le monde, il est temps de passer à la suite maintenant ». Et c'est comme ça que Michael Jackson s'est retrouvé en studio à partir d'octobre 1997, et ce sans vraiment avoir l'idée de ce qu'il allait faire. Alors, quand tu sais pas trop ce que tu fais, bah tu fais et tu vois après. C'est donc comme ça qu'il va tout au long de l'année 98 et dans le début de l'année suivante composer, écrire et chanter des chansons, ne sachant pas encore quelle direction artistique allait réellement prendre son prochain album. Écoutons quelques démos qu'il a justement fait cette année-là. Vous avez certainement dû reconnaître certaines musiques qui viennent de passer car plusieurs d'entre elles sont sorties depuis sur des albums posthumes. Mais en tout cas, à ce moment-là, on sent bien que toutes les musiques partent un peu dans tous les sens. Il n'y a aucune direction artistique et la preuve flagrante pour appuyer cet argument, c'est par exemple cette musique qu'il a également faite entre fin 97 début 99 en compagnie de la chorale de Ray Charles. So when you see hands weaving the space between friends, think of them as being as though you were seeing voices. Qui est certes une musique intéressante à part entière, mais elle vient vraiment appuyer le fait que Invincible était encore loin de voir le jour. Bon, vous avez compris qu'il manquait un élément important à Michael depuis le début.
Michael avait l'habitude de s'épauler de collaborateurs très forts dans leur milieu afin de toujours proposer le meilleur travail possible. On peut associer à chacun de ses précédents albums un ou plusieurs producteurs qui a permis de convertir toutes les idées de Michael en musique. Et pour cet album, il voulait faire pareil. Michael avait une vision très claire de ce qu'il voulait, mais ne trouvait juste pas le bon profil pour le faire. C'est une des raisons principales du retard énorme que l'album va prendre. Les mois passent, les sessions studio s'enchaînent et ce avec plein de producteurs différents. Michael sort de celle-ci avec des bonnes chansons, voire des très bonnes chansons par moment, mais des bonnes chansons c'est pas ce dont il a besoin. Michael Jackson a fait son premier single numéro 1 en 1969, alors qu'il n'était qu'âgé de 11 ans. Et depuis, il s'est construit la meilleure discographie de tous les temps, en faisant beaucoup dans l'ombre, mais en sortant très peu, car il est là son secret. Michael aurait pu faire 4 voire 5 albums dans les années 80 au lieu de seulement 2, mais qui vous dit que les 5 albums auraient été bons? Et surtout, qui vous dit qu'il aurait tenu des décennies avec un rythme de sortie soutenu? Chaque album de Michael a été une réussite à sa sortie, touchant à chaque fois le nouveau public, car ce qu'il a toujours fait, c'est de se réinventer en suivant les codes et les modes de son époque. Mais le problème là-dedans par contre, c'est qu'il avait une énorme pression sur ses épaules à chaque retour, car si l'album qui a pris 4 ans à sortir ne plaît pas, c'est déjà trop tard pour lui. Et il finira par simplement être classifié comme un chanteur qui a connu une popularité autrefois et basta. Une longue explication pour vous faire comprendre que même si en ce début d'année 99, Michael avait plein de sons dans les archives, contrairement à ce qu'aurait fait n'importe quel autre artiste, lui Michael ne comptait absolument pas sortir aucun de ses titres. Car pour lui, ça ressemblait trop à ce qu'il avait déjà pu faire dans le passé, ce qui n'était donc pas stimulant et intéressant. Invincible pour lui, c'était le futur. C'était le passage à l'an 2000. C'était le fait de rester pertinent auprès des jeunes et de ne surtout pas finir has-been. En début d'année 99, les choses vont changer. La chanteuse Carol Bayer-Sager, bon je sais pas comment on dit, invita le producteur de musique Ronnie Jerkins, alias Darkchild, chez Michael Jackson pour une rencontre, comme il les multipliait les derniers mois. Pour ceux pour qui le nom Ronnie Jerkins n'évoque rien, voici quelques extraits de ce qu'il a déjà pu produire. Les deux artistes se sont bien entendus et au cours de cette rencontre, Michael a clairement énoncé ce qu'il voulait de lui, pas des hits comme il en a fait pour Brandy ou les Destiny Childs, mais l'élaboration d'un nouveau son. What made Mike tick is when he hears sounds that no one else uses. Yeah. I had to learn that, right? Because he used that same phrase even with me. Like I would play him, I would think was the hottest joint, he'd be like, it's too generic. And then as I start to work with him, I'm like, okay, so the normal bass sound that I would use, I need to take and sample a motorcycle, revving up, and incorporating that into the bass somehow. And then he's like this. then it becomes interesting to him. Yeah. If that's not the interest, if he doesn't hear anything that has ear candy that's really different, he's not gonna really rock with it. Because you got to think, Mike has heard every sound under the sun. He's been doing it since it's been being done. You know what I'm saying? So for him, it's not just a snare. It's like, okay, that frequency. I need something that hits something else. 100%. So in working with Michael, you probably had to find all kinds of crazy sounds. You have no idea. I spent hours in the junkyard with my cousin. Yeah, Mike told me to go to the junkyard and hit things, and I'm going to the junkyard. We hitting things and sampling things. I never been in New York City, and me and Michael was together in New York City going through the city, and there was this like crane sound. It was like coming down, and Michael heard and said, I need you to sample that. And I'm like, on the way to the studio, I had to go borrow a Sony digital recording DAT machine from the studio, go back to that location, hopefully they're still there, and sample that sound. That is crazy. He was all about, I remember one time I was doing a song doing an idea with him rather, and he said he wanted it to sound like electricity. And I'm like, well, where we gonna get that from? Wait, go ahead, my bad. You know, like, well, look, how electricity, like, what we gonna do, shots? Like, how we gonna do that?
And I had to imagine things I had to go on out. If I would have just hopped on the drum set and just started playing, he wouldn't have messed with that. Yeah. Darkchild explique dans cet extrait que Michael voulait vraiment tirer de lui un nouveau son qu'ils pourraient élaborer ensemble. Et c'est pour ça que par exemple Michael ne va pas prendre cet instru que Ronald lui avait présenté. Et que derrière c'est Jennifer Lopez qui va bénéficier du titre et qui avec va faire un hit. Mais passer à côté de potentiels hits, c'était vraiment pas ce qui l'embêtait. Suite à sa première rencontre avec Rodney, Michael va lui dire à dans 2 semaines, pour justement tester le jeune producteur de 21 ans. Son but étant donc de revenir 2 semaines après avec des instrus qui séduiraient Michael, tout en tenant compte des indications qu'il lui avait données. Et tout ce qu'on sait à partir de là, c'est que celui qu'on surnomme Darkchild a fortement plu au roi de la pop. Ce qui débuta une collaboration, devenant même une amitié qui s'est étendue sur plus de 2 ans. Mais si aujourd'hui Invincible ressemble à ce qu'il ressemble, c'est en grande partie grâce ou à cause de la rencontre que Michael a faite avec Roney Jerkins. Créant un nouveau son dit futuriste avec des nouvelles sonorités industrielles, électriques, rythmées, grasses par moments, mais inspirés ils étaient. Les 2 hommes étaient souvent accompagnés d'une équipe complète, l'équipe de Rodney directement, qui se composait généralement de Lasho Daniels, Nora Payne et de son frère Fred Jerkins, pour ne citer que. La magie va opérer. Toutes ces instrus viennent donner une ambiance toute nouvelle et fraîche pour Michael Jackson, à l'aube des années 2000, pour le chanteur de plus de 40 ans désormais. Et même pour Darkchild, qui avait au même moment des titres de Toni Braxton, des Spice Girls, de Brandy ou même de Mary J. Blige, eh bien ce qu'il faisait ici était une totale découverte puisque Michael n'a pas voulu de ses instrus habituels, ils étaient tous deux hors de leur zone de confort. C'est d'ailleurs après l'écoute d'une chanson que Michael a fait cette année avec Cory Rooney, appelée She Was Loving Me, mais désormais plus connue sous le nom qu'elle sortira de manière posthume Chicago. C'est cette chanson qui aurait permis apparemment à Rodney de voir ce que Michael Jackson voulait. Parmi les nombreux instrus que je vous ai passés un peu plus tôt, sachant que c'était qu'une sélection puisqu'on sait qu'ils ont fait ensemble encore plein d'autres titres qu'on n'a jamais pu entendre, malgré ça, il y a quand même 5 d'entre elles parmi les extraits que je vous ai passés juste avant qui vont finir sur l'album. Plus une 6e, mais on reviendra à ça un peu plus tard dans la vidéo. D'ailleurs, vous vous rendez bien compte que Michael a fait énormément de musique pour l'album qui ne sont finalement pas sorties. Alors vous me direz en commentaire si vous voulez une vidéo qui revient sur certaines d'entre elles qui méritent vraiment le détour. En tout cas ici, parlons des 5 pistes coproduites par Roney Jerkins sur l'album, en commençant par le premier titre de l'album, Unbreakable. Unbreakable est une musique qui dure plus de 6 minutes et qui permet à l'auditeur de voir à quoi Invincible va ressembler. Unbreakable est influencé par un rappeur, c'est Notorious B.I.G. Sur le premier album du New-Yorkais, Ready to Die, sorti en 94, considéré par beaucoup comme le meilleur album rap de tous les temps, on peut retrouver à la 16e piste Unbelievable. Le titre produit à l'époque par DJ Premier, qui vient sampler diverses chansons comme Snow Creatures de Quincy Jones ou encore Your Body's Calling de R. Kelly. Mais ce qui vient retenir l'attention de Roney Jerkins, très proche de Notorious B.I.G. avant sa mort, ce sont les notes de clavier répétitifs et même omniprésentes de la chanson.
Si on écoute attentivement, on se rend compte qu'il y a des similitudes dans la mélodie de Unbelievable et celle de Unbreakable. En plus d'avoir un nom qui ressemble, la musique a aussi quelques notes mélodiques répétitives tout le long de la chanson. Michael vient y chanter avec un peu d'agressivité. Il y raconte qu'après avoir survécu à tout ce qu'on lui a fait, le fait qu'il soit toujours là au top de sa forme, ça prouve qu'il est incassable. Dans cette chanson, on a aussi un couplet d'un rappeur décédé depuis plusieurs années déjà à cette époque, The Notorious B.I.G. justement. Alors pour la petite histoire, Michael appréciait Biggie, c'est d'ailleurs pour cette raison que sur le dernier album en date du roi de la pop à ce moment-là, History, le rappeur était présent sur la piste This Time Around. Mais si vous aimez le rap, vous êtes censé savoir que Biggie est mort en 97. Or, cette chanson n'a été faite qu'en 2000. Ce qui fait que Biggie n'avait pas du tout travaillé sur Unbreakable. En réalité, le couplet de Biggie est tiré d'un featuring qu'il avait fait avec Shaquille O'Neal sur la chanson You Can't Stop the Rain en 1996. C'est exactement le deuxième couplet de Biggie qui a été entièrement réutilisé et mis sur Unbreakable. Michael disait à propos de cette collaboration posthume, en fait ce n'était pas mon idée de mettre Biggie sur la chanson, c'était celle de Ronnie Jerkins. Je voulais que la chanson ait un passage rap et il m'a dit, je connais la personne idéale pour ça, Biggie. Il l'a ajouté et ça a parfaitement fonctionné. Et d'ailleurs, si vous achetez l'album et que vous lisez attentivement son livret, vous pouvez retrouver dans les remerciements de fin d'album une phrase que Michael a écrite pour Big, We miss you, Biggie. La chanteuse Brandy, habituée à collaborer avec Jerkins, est également présente sur la chanson. C'est assez subtil, mais elle chante une voix de fond dans le dernier refrain. Bref, si on suit l'ordre de l'album, après Unbreakable, il y a Heartbreaker. Heartbreaker est l'une des musiques les plus surprenantes de l'album. On a ici affaire à une sorte de prémisse du dubstep, qui n'existait pas encore à ce moment-là. C'est une musique up-tempo avec un beat très rapide, agressif et qui mélange plein d'éléments intéressants comme une guitare rythmique, du beatbox de Michael, un sample de voix qui fait office de basse et d'autres éléments qui viennent directement rendre la chanson super originale et surtout du jamais vu pour Michael Jackson. L'un de ses beats les plus intéressants, ça je vous le dis. On voit que Ronnie Jerkins a aussi le droit à s'amuser sur la chanson dans la partie finale où il découpe la musique un peu comme il veut, il joue avec et ça sonne vraiment bien. Si comme moi vous êtes un habitué du travail de Ronnie Jerkins, ce genre de séquence où il joue avec la musique comme un maître, vous l'avez aussi sur d'autres chansons comme par exemple Can We et What About Us de Brandy. L'album Invincible s'enchaîne plutôt bien puisqu'après les deux premiers titres qui sont produits par Ronnie Jerkins et Michael Jackson, on poursuit directement avec le troisième titre, également coproduit par Ronnie Jerkins, et c'est le titre éponyme de l'album, Invincible. Contrairement à ce qu'on pourrait en déduire du titre, Michael ne vient pas affirmer qu'il se trouve invincible. Non, ça c'était le thème de Unbreakable. Là, en réalité, il parle d'une femme. Sur Heartbreaker, elle lui avait totalement brisé le cœur, manipulé et trahi. Or, sur Invincible, il décrit une femme pour qui il a déjà tout fait, mais qui n'arrive pourtant pas à séduire. Concernant la production, elle est encore marquée par des nouvelles sonorités qui planent autour de chacun des trois premiers titres que je vous ai parlé et qui viennent vraiment donner une identité nouvelle et propre à l'album. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais encore une fois, je trouve ce beat assez fascinant.
Moi qui fais parfois de la musique à un niveau très amateur, je suis fasciné par ce genre d'instrus qui, malgré leur simplicité mélodique, sont des monstres que je n'arrive pas à comprendre. On dirait un son industriel fait à l'usine, nerveux, lourd, où on a du mal à respirer, mais qui malgré tout nous fait danser. Et d'ailleurs, ces 3 premières chansons ont quasi à chaque fois la même structure. Chacune d'entre elles bénéficie d'un pont, qui est à chaque fois la partie où tout s'envole enfin, pour finalement retomber brutalement seulement quelques secondes plus tard. Les 2 dernières chansons d'ailleurs ont comme Unbreakable le droit à un couplet de rap. Mais à défaut de sortir encore quelqu'un d'autre de sa tombe, Darkchild a fait rapper un certain Fats, rappeur qu'il avait signé pour justement être dans son équipe et servir à ce genre de projet. Michael et Rodney voulaient inclure du rap à l'album et l'idée n'était pas forcément de mettre un grand nom du rap, un simple petit rappeur ferait l'affaire. Et justement après avoir entendu le couplet de Fats sur Invincible, Michael a bien aimé et lui a dit de rapper sur Heartbreaker aussi. Malgré ces 2 featurings sur l'album de Michael Jackson, Fats ne fera pas du tout une grande carrière après cela. Mais après ce dur début d'album, qui dicte la nouvelle direction que le roi de la pop a pris, l'album se devait de ralentir un peu pour enfin prendre le temps de respirer. Break of Dawn sonne comme un vent frais sur l'album. Elle est produite par Dr. Freeze qui a rencontré le roi de la pop en 98 et ensemble ils vont travailler sur plusieurs musiques en même temps. Parmi la petite dizaine de chansons qu'ils vont travailler ensemble, une seule va sortir du lot. Un jour, Dr. Freeze fait écouter une démo à Michael. Elle est intitulée Break of Dawn et c'est une démo où Dr. Freeze a déjà commencé à chanter dessus pour tester des choses. Tonight we're gonna make it be. So let me put your mind at ease. Let me forsake your love and pain. All of the tears they fall and then embrace. The sun that used to make you smile, but I can make your dreams go wild. It's all the love I shine on you. Take my hand, I'll take it to you. Bon, l'extrait est de mauvaise qualité, désolé pour ça, je peux pas faire mieux, mais en tout cas Michael va aimer la chanson, mais il va tout de même exiger quelques changements. Break of Dawn se voulait d'être une chanson R&B lente et chaleureuse, qui donne l'impression qu'elle a été enregistrée à 4h du matin en plein milieu d'une nature qui se réveille progressivement. C'est alors avec la participation de Ronnie Jerkins, Teddy Riley, le producteur entre autres de 7 chansons de l'album Dangerous, et toujours Dr. Freeze et Michael Jackson, que le morceau a été remanié. Break of Dawn est la parfaite chanson R&B de Michael Jackson. Elle peut faire penser au niveau des paroles à des chansons comme Rock With You ou The Lady in My Life, mais en un peu plus explicite j'ai envie de dire, puisqu'il dit clairement qu'il a envie de faire l'amour à une femme jusqu'au lever du soleil. Et c'est là que l'album commence réellement à exceller. C'est dans la puissance de ses chansons mid et slow tempo où Michael y est totalement à l'aise, il chante avec une énergie folle et sa voix est supportée par des chœurs vocaux mielleux qui permettent à l'album de ne pas prendre une ride 25 ans après sa sortie. Les fans d'R&B sont servis avec Invincible car l'album détient plusieurs petits bijoux mielleux comme Butterflies. All you got to do is walk away. Butterflies est l'une des chansons les plus populaires de l'album grâce à son efficacité folle, inspirée par les thèmes de l'R&B. Elle s'inscrit en réalité musicalement dans le paysage de la néo-soul.
Mais le titre est en réalité une reprise d'une autre chanson. Mais ce serait vraiment long à expliquer, sachant que je sais que cette vidéo va déjà être très longue, j'ai pas envie de rajouter encore des minutes entières juste pour expliquer cette histoire. Alors encore une fois, dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé que je vous fasse une vidéo entière sur l'histoire complète de la chanson Butterflies, qui risque de vous surprendre. Mais il reste une troisième chanson R&B sur l'album Invincible. À l'origine, le morceau a été composé par Andrew Heard, un producteur qui faisait notamment partie des Hitmen, l'équipe de production énorme de Bad Boy Records. Heard avait à l'origine envoyé la chanson à Janet Jackson, la sœur de Michael, mais elle ne l'a pas voulu. Alors il a ensuite proposé à Kevin Edmonds, un chanteur de R&B, qui n'en a également pas voulu. Jusqu'au jour où Teddy Riley est tombé sur la chanson, mais dans un premier temps, il ne voulait pas que Michael Jackson la chante, mais lui. Et oui, il la voulait pour son propre album Black Rock. Jusqu'au jour où Michael Jackson l'a entendu et c'était déjà trop tard. Encore une jolie chanson que Michael Jackson chante pour une femme. Teddy Riley d'ailleurs déclara à propos d'Evan Conway: quand j'ai chanté cette chanson avec lui, il a posé la main sur son cœur et m'a demandé: Teddy, est-ce que c'est à moi? J'ai répondu: c'est à toi si tu le veux, Michael. Il a dit: je la veux. Allons la chercher. Il était tellement excité. J'ai des témoins qui étaient dans la pièce quand il a dit: je veux cette chanson. J'ai besoin de cette chanson dans ma vie. Mais d'ailleurs, ce ne sera pas la seule chanson que Michael Jackson a volée, entre gros guillemets. Quand je dis voler, c'est juste une chanson qu'une autre personne pensait avoir, mais que Michael Jackson a entendue et ensuite voulu. Et généralement, quand Michael veut ta chanson, bah tu la donnes. Et c'est le cas de 2000 Watts. 2000 Watts, c'est certainement la musique la plus déconcertante de Michael Jackson à sa première écoute. Mais à l'origine, cette chanson n'était pas destinée à Michael. Effectivement, la chanson a été produite par Teddy Riley et avait été donnée au chanteur Tyrese, et 2000 Watts avait même fini par être le nom de son album où il allait placer la chanson. Jusqu'au jour où Michael a entendu l'instru et directement il a dit à Teddy qu'il la voulait. Did y'all know that I wrote the song 2000 Watts for Michael Jackson? Did you know that? 2000 Watts. Look at that Michael Jackson plaque right there. The song 2000 Watts from his Invincible album. I did it with Teddy Riley. Y'all remember my album was called 2000 Watts. Crazy. So imagine me having an album called 2000 Watts and then Michael Jackson listened to my title song and he was like, nah, I want that for myself. Mike took my song, man. Mike was like, I gotta have it. Told Teddy Riley. I was like, and the crazy thing is, the song didn't even make my album. Et donc finalement, l'album de Tyrese va bel et bien sortir en 2001 sous le nom 2000 Watts, mais aucune chanson portant le nom de 2000 Watts figure sur l'album. En revanche, sur Invincible, il y a bien une piste qui porte ce nom-là. En outre des paroles où Michael cite des puissances, on a l'impression qu'il essaye de faire surchauffer une machine, des paroles qui peuvent d'ailleurs avoir un second sens plus sexuel, et bien ce sera surtout le registre vocal de Michael Jackson qui va en choquer plus d'un. Il décide sur ce morceau de chanter extrêmement bas, comme il ne l'avait jamais fait. Tout ça sur un beat up-tempo très nerveux qui sonne justement comme une machine qui surchauffe, avec en plus de ça la voix distorsionnée de Teddy Riley dans fond la chanson du début à la fin. Cette chanson fait partie de celles qui vont pas faire du tout l'unanimité. Généralement, soit on adore ou soit on déteste. Bon, il y a même des gens qui vont essayer de prétendre qu'il ne s'agissait pas de Michael qui chantait. Mais disons qu'en tout cas, sur l'album, la chanson joue un rôle déterminant. Elle a pour but de réveiller l'auditeur, car elle est placée au milieu de l'album et juste après la chanson Speechless. L'une des deux seules chansons que Michael Jackson a écrit, composée et produite sur l'album. Et disons que Speechless a vraiment ralenti l'album d'un coup sec. Love is magical. That's how I feel. Il s'agit pratiquement d'une chanson a cappella car elle a une intro et une outro totalement sans instrument. Et dans le milieu de la chanson, des chœurs vocales de la chorale gospel d'Andrae Crouch sont également de la partie afin de donner une dimension plus grande et un effet crescendo à la chanson. Speechless.
Speechless parle d'un moment tellement heureux qu'aucun mot ne puisse vraiment le qualifier. Nothing's real, but all is possible if God is on my side. C'est une sorte de petit moment de bonheur et de douceur avant de re-rentrer dans quelque chose qui sonne bien plus dur comme vous l'avez vu avec 2000 Watts, qui commence pour le coup vraiment très fort comme ça. Mais en termes de musique rapide et dure, Michael ne va pas s'arrêter là vu qu'il poursuit avec Shout, coproduit également par Teddy Riley. Puis l'album se poursuit avec Privacy. Là, on revient avec un titre coproduit par Ronnie Jerkins. Et Privacy est considéré comme la musique rock de l'album, comme il a l'habitude de faire depuis l'album Thriller, d'inclure à chaque fois une musique au minimum rock sur l'album. Pour encore une fois vous montrer que rien n'est fait au hasard, la chanson parle des paparazzi qui traquent le chanteur et volent totalement son intimité. Et si vous écoutez attentivement l'instrumental, vous pouvez entendre que Ronnie Jerkins a utilisé pour la batterie de la chanson divers bruits d'appareils photo qui viennent directement faire écho aux appareils qu'utilisent les paparazzi sur Michael Jackson. Une autre partie intéressante de la chanson, c'est son second couplet où il évoque la mort de Lady Diana survenue en 97, alors qu'elle était justement traquée par des paparazzi. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vais pas rentrer ici en détail sur ce second couplet de Privacy puisque j'en ai fait une vidéo dédiée déjà sur la chaîne que vous pouvez retrouver dans le petit en haut à droite de l'écran qui revient justement sur la relation amicale qu'entretenaient Lady Diana et Michael Jackson. Concernant le guitariste qui joue sur le morceau, il s'agit de Michael Thompson et non pas Slash comme Michael le crie avant le solo de guitare. Si Michael crie Slash avant le solo, ce n'est pas pour rien. Car effectivement, Slash aurait dû jouer sur le morceau. Comme vous le savez, il était un ami de Michael. Il a joué sur l'album Dangerous et History et il a accompagné Michael Jackson sur scène à de nombreuses reprises. Notamment là encore en 2001. Il était réellement prévu pour jouer sur Privacy. Mais il a finalement pas pu se libérer. Il s'est donc fait remplacer au dernier moment et personne n'a enlevé le cri de Michael, supposant donc qu'il s'agit d'un solo de guitare de Slash, alors qu'en réalité, ça a été joué à la dernière minute par Michael Thompson. On peut aussi notifier sur le morceau la présence de Bernard Bell, un bassiste qui avait notamment joué 10 ans auparavant pour Michael Jackson sur l'album Dangerous, sur des pistes comme Why You Wanna Trip On Me ou encore Remember the Time. Certes, Slash ne joue pas sur l'album, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas un guitariste de légende qui joue sur l'album Invincible. Whatever Happens est à mon humble avis un réel vent de fraîcheur dans la carrière de Michael Jackson, car elle a comme influence la musique hispanique, des influences que Michael Jackson n'avait pas encore trop expérimentées au cours de sa carrière, et pour le coup c'est vraiment super bien réalisé. C'est pour beaucoup l'une des meilleures chansons de l'album. Elle a été produite par Michael Jackson et Teddy Riley encore une fois, avec la collaboration de Geoffrey Williams, Gilles Gang et Jasmine Kay à l'écriture. Il s'agit en réalité d'un titre que Michael n'a pas directement imaginé en premier lieu, c'est Teddy et les 3 autres paroliers qui vont créer la démo d'origine, pour ensuite la faire écouter à Michael, et s'il l'aimait bien, il pouvait à partir de ce moment travailler dessus. Donc là ce que vous allez entendre c'est la démo originale de Whatever Happens, chantée pas par Michael Jackson mais par Geoffrey Williams, un des auteurs de la chanson. La base de l'instrumental était déjà là, ainsi que la plupart des paroles qui seront sur la version finale. Mais malgré ça, la chanson va subir une toute nouvelle réorchestration et la participation de Carlos Santana. Qui montre bien que quand Michael voulait faire quelque chose, il prenait tout simplement les meilleurs dans chaque domaine pour être sûr de terminer avec un résultat béton.
et une partie finale vraiment catchy qui n'était pas dans la démo originale va être également ajoutée à la chanson. Le morceau qui conclut l'album est de nouveau une coproduction de Ronnie Jerkins, mais cette fois-ci, on a le droit à une chanson thématique. Threatened, bon je sais pas comment on se dit ce titre mais vous l'avez là marqué, est une chanson qui a pour thème l'horreur, un thème récurrent dans la carrière du roi de la pop. La chanson est intéressante car elle présente un sample vocal d'un acteur, Rod Sterling. Ses paroles sont samplées du 8e épisode de la 3e saison de la 4e dimension datant des années 60. Ce qui est vraiment pour le coup un sample très original. A monster had arrived in the village. The major ingredient of any recipe for fear is the unknown. And this person or thing is soon to be met. He knows every thought, he can feel every emotion. Oh yes, I did forget something, didn't I? I forgot to introduce you to the monster. D'ailleurs, pour info, avec Speechless, Threatened est la seule chanson de l'album qui aurait dû être performée lors de la tournée This Is It en 2009. Threatened prenait alors le rôle de conclure la chanson Thriller, avec la bande qui rejoue l'instrumental du morceau et de Michael et les monstres qui l'entourent qui dansent sur la musique. D'ailleurs, la chanson termine sur une phrase assez énigmatique de Rod Sterling, qui est aussi par conséquent la dernière phrase présente sur un album de Michael Jackson, vu que Threatened, bon je sais toujours pas le dire, est placé en tant que 16e et dernière piste d'Invincible, qui est le dernier album de Michael Jackson. Alors je vous laisse écouter cette toute dernière phrase. What you have just witnessed could be the end of a particularly terrifying nightmare. It isn't. It's the beginning. Puis un peu plus tôt dans l'album, on a également une phase de morceaux un peu plus doux qui s'enchaînent, à commencer par Don't Walk Away. Ce morceau a été fait par Teddy Riley, Reed Vertelney et Richard Stites. Elle parle de la douleur d'une séparation. Un morceau très acoustique et doux qui a l'honneur d'avoir une fin en apothéose vraiment très jolie et chaleureuse. Mais cette chanson finira par être l'une des moins populaires de l'album, tout comme The Lost Children. The Lost Children a été entièrement écrite et composée par Michael Jackson avec l'aide de son ami de longue date Brad Buxer au clavier. Elle est très touchante car elle parle des enfants disparus, abandonnés ou oubliés du monde entier. Il prie pour que ces enfants puissent retrouver leur chemin pour rejoindre leur famille avant le coucher du soleil. Une jolie chanson qui prône la protection de l'enfance. Elle nous rappelle un peu Childhood de l'album History, pour son côté merveilleux et rêveur. Et aussi Heal the World, notamment pour sa fin, où on entend des enfants parler. Les enfants qu'on entend à la fin de la chanson sont nul autre que les enfants de Michael Jackson, Prince et Paris. Car oui, ce qui avait beaucoup changé dans la vie de Michael depuis peu, c'est bien sa vie de père. Ces deux enfants sont nés en 1997 et 1998. Et autant vous dire qu'il était pleinement investi dans l'éducation de ceux-ci. Et c'est de là que l'enregistrement de l'album Invincible a été totalement différent que ceux de ses anciens albums. Laissez-moi vous expliquer. Alors qu'il a commencé sa production en octobre 97, il fait seulement écouter quelques démos à sa maison de disques en début d'année 99, notamment celle de Break of Dawn. Ce à quoi le label réagit favorablement à la direction que prend l'album et est confiant pour la réussite commerciale de celui-ci. Le label Sony Music, dirigé par un certain Tommy Mottola, pense alors à ce moment-là que l'album serait prêt pour la fin d'année 99, et qu'à partir de là, la grande promo autour de celui-ci pourra débuter. Mais la réalité c'est quoi ? Michael enchaîne les sessions, mais il ne peut pas être autant présent qu'avant, car il veut rentrer à la maison pour s'occuper de ses enfants. Et même quand il arrive finalement à se rendre disponible pour être au studio, il finit parfois par le quitter rapidement. Comme ce jour de 1999 où Michael enregistrait une chanson du nom de Fall Again. What's the first word of the bridge? You try everything. Okay. You try everything. You never thought it would work. Or you never thought would work. You never thought would work before. When you live for your love and you give him your all, you can hold.
Mais Prince, le fils de Michael, a eu un problème de santé ce jour-là. Il a donc quitté le studio sans jamais terminer la chanson. Et ce qu'on remarque avec cet album, c'est que Michael Jackson a enregistré beaucoup de bonnes chansons, mais la plupart n'ont juste jamais eu le temps d'être achevées. Les années avançaient, mais l'album, lui, n'avançait pas. Encore aujourd'hui, Invincible est l'album le plus cher qui n'a jamais été fait. On estime qu'une trentaine de millions de dollars ont servi simplement au budget de la production de l'album. Mais une fois que Invincible fut terminé et prêt à sortir finalement en octobre 2001, Michael avait encore une fois toute une vision de ce que serait la promotion de l'album. Une énorme promotion qui nécessite un énorme budget, comme il avait eu carte blanche pour son dernier opus, History. Sauf que le jour où Michael Jackson est rentré dans les bureaux de Sony pour pitcher son idée de court-métrage qu'il avait pour la chanson Unbreakable qu'il voulait sortir en tant que premier single de l'album, un clip de 15 à 20 minutes avec des effets spéciaux en tout genre, des cascades, voire même un hologramme de Notorious B.I.G., Tommy Mottola, qui était président de Sony depuis 1988, lui a fait comprendre ce jour-là que rien de tout ça ne sera possible. Sony reproche à Michael le dépassement excessif de budget pour la production de l'album, ainsi que sa sortie très tardive. La maison disque n'était également pas très convaincue par le résultat final du contenu de celui-ci, et pour eux, il était hors de question de sortir Unbreakable en premier. Michael parlait de vision, clip, long terme. Sony lui répondait budget, radio, efficacité. Michael s'est senti totalement délaissé par la maison de disque, et a finalement été contraint d'accepter ce que la maison de disque voulait faire. Ils ont imposé que le premier single serait You Rock My World. You Rock My World est la 6e chanson coproduite par Michael Jackson et Rodney Jerkins. Contrairement aux autres chansons du duo qui sont présentes dans l'album, celle-ci présente un schéma pop bien plus classique, mais très moderne et groovy, comme Michael n'en avait plus fait depuis un petit moment. Ce que Michael a réussi à négocier, c'est le fait de tourner un court-métrage avec la chanson de plus de 13 minutes, mais avec un budget réduit. Il s'agit du dernier grand clip de Michael Jackson. Alors j'en parlerai plus longuement prochainement sur la chaîne, avec une vidéo vraiment dédiée à 100% sur l'histoire du clip de la chanson. Ce qu'il faut dire, c'est que Michael a totalement cédé la promotion de l'album à Sony, car il a compris qu'il n'avait plus aucun pouvoir et qu'aucune de ses idées était acceptée. Mais c'est là que les choses vont se dégrader, car vous allez le voir, mais l'album n'aura pratiquement aucune promotion. À commencer par le single de You Rock My World, sorti le 22 août 2001, et avec son clip qui sortira lui le 21 septembre, qui va recevoir une critique très favorable et va se classer dans de nombreux pays européens à la première place des classements musicaux, comme en France par exemple. Mais Sony va décider de ne pas sortir le single aux États-Unis. Oui, je n'ai même pas d'explication pour cette décision de merde. Et pour vous dire, rien qu'avec les passages radio, la chanson va quand même arriver à se hisser à la 10e place du classement Billboard. Son dernier single qui avait atteint le top 10 aux États-Unis était alors You Are Not Alone en 1995, qui avait atteint la première place. Disons que pour l'instant, ça commence plutôt bien pour Michael. Le public est très impatient de son retour. D'ailleurs, ce retour est marqué par 2 concerts spéciaux à New York à l'honneur de ses 30 ans de carrière. Il se produit donc sur scène avec ses frères, seul, et il invite également tout un tas de grands artistes comme Beyoncé, Usher, Whitney Houston, Britney Spears et j'en passe à venir chanter. Il profitera d'ailleurs de ces concerts pour chanter pour la première fois en live directement son nouveau single You Rock My World.
Malgré les bonnes performances scéniques du chanteur âgé de 43 ans, l'événement montrera aussi un Michael qui est arrivé très en retard le soir du 7 septembre et qui semblait totalement défoncé. Mais de ce qui est de la musique, toutes les oreilles n'attendaient plus qu'une chose, la sortie de l'album. Tout semblait parfait pour Michael jusqu'au jour où... Le jour après du concert, le drame des attentats du World Trade Center arrive dans la ville de New York, prenant le monopole de chaque chaîne de télévision, en plus de directement toucher bien évidemment les Américains et le monde, effaçant donc pour Michael la possibilité de faire parler de son nouvel album, puisqu'il y avait bien plus important. D'ailleurs, Michael Jackson va réaliser un projet caritatif avec des dizaines de chanteurs pour soutenir les familles des victimes de l'attentat en septembre et en octobre, donc vraiment juste avant que son album sorte. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, donc encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo après celle-ci. Elle est disponible dans le petit en haut à droite de votre écran, mais également sur la chaîne si vous cherchez un peu. On sait également que à peine quelques jours avant d'envoyer la version finale de l'album, afin qu'il soit gravé pour être ensuite distribué dans le monde entier, Michael a fait un changement à la dernière minute. Avec le très talentueux producteur Babyface, il a écrit une chanson qu'il dédicace à ses enfants. Elle s'appelle You Are My Life. La chanson est une ballade très lente qui monte en puissance vers la fin. Mais Michael ne pouvait pas l'ajouter simplement à l'album qui durait déjà 1h17 minutes. Il fallait qu'il retire un morceau de la tracklist pour le remplacer par You Are My Life. Et la chanson qu'il va décider d'enlever est Shout. On ne sait pas pourquoi, Shout était sûrement la chanson qu'il aimait le moins sur l'album, j'ai envie de dire. Mais par contre, là où les choses n'ont pas été bien faites, c'est que certes, le remplacement de chanson a été effectué, mais l'ordre des titres, lui, n'a pas du tout changé. C'est-à-dire qu'avant, on avait un enchaînement de 2000 Watts à Shout, puis ensuite à Privacy, 3 grosses chansons qui s'enchaînent comme il faut. Mais là, au lieu de placer You Are My Life vers la fin de l'album, vu que c'est une chanson très lente, eh bien non, elle a juste été placée à l'endroit où était Shout. C'est-à-dire qu'on passe de la machine qui est 2000 Watts à la ballade sur ses enfants qui est très lente, pour ensuite repasser à Privacy, un titre rock. Et on remarquera plus tard que l'une des choses qui sera le plus reprochée à l'album par ses détracteurs est justement l'ordre de ces titres qui est jugé dans sa globalité comme illogique. Finalement, l'album Invincible sortira le 29 octobre 2001 dans le monde entier et le 30 octobre aux États-Unis. Michael Jackson. His new album, Invincible. Order Michael Jackson's Invincible now and get a free poster. Non, vous ne rêvez pas, tous ces gens ne font pas la queue pour réclamer de la nourriture ou bien même l'asile politique. Tous ces gens viennent acheter le nouvel album de Michael Jackson. C'était hier soir chez les grands disquaires parisiens et un peu partout en France. Les magasins avaient veillé tard pour offrir aux fans à minuit pile les premiers exemplaires du 7e album de Michael, Invincible. Michael, c'est le meilleur. Son style et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, il réfléchit. Je crois qu'on attend le CD et DVD de Michael. C'est le meilleur artiste en vie maintenant. Des fans, il y en avait de toutes sortes, des jeunes, des vrais, des faux, des psychopathes. Michael, le roi de la pop, bien que raillé de tous côtés, pédophilie, visage en confetti, garde un noyau dur de fans prêts à tout pour acheter ses albums les yeux fermés, avant même d'avoir écouté. Ce qui m'intéresse, c'est sa musique, sa façon de danser et pas le personnage. Moi, ce que je veux dire aux gens, c'est qu'ils arrêtent de toujours juger sur le physique, on arrête de l'attaquer tout le temps sur les mêmes choses complètement débiles. C'est que les gens achètent l'album et qu'ils jugent sur ça. Tout le monde essaye de le descendre, mais il est invincible. Mais c'est déjà minuit, les cloches sonnent, séquence consternation. C'est mortel.
C'est de la folie. Vous venez d'où? Je viens d'Afrique du Sud. Et vous venez là juste pour Michael? Je suis juste venue pour Michael. Parce qu'en fait, je pense qu'ils vont pas le sortir dans mon pays, donc je suis venue l'acheter et je repars après. Parce qu'il y a 4 couleurs différentes. 1, 2, 3, 4. Et il te les faut tous? Il les faut tous. Tout ça pour Michael. Et c'est pas possible qu'il fasse quelque chose de pas terrible parce que c'est Michael. L'album va connaître un démarrage énorme en atteignant la première place des ventes dans 14 pays différents. Et en seulement 2 semaines, l'album s'est déjà vendu à 2 millions d'exemplaires. D'ailleurs, l'album est sorti à l'origine dans 5 coloris différents afin de justement booster les ventes. Ce qui va être un pari réussi, mais les coloris étaient seulement disponibles pour les 2 premiers millions d'albums vendus, après lesquels le coloris original de l'album allait devenir le seul et unique disponible à la vente, c'est-à-dire la version Silver. Michael, qui sera agréablement surpris par le succès de son album, fera une apparition à Times Square le 7 novembre 2001 dans une ville encore choquée par les attentats. Il fera ce même jour une séance de dédicace de l'album pendant 2 heures au Virgin Megastore, qui sera d'ailleurs diffusée sur la chaîne de télévision américaine CNN. On aurait pu alors se dire qu'à ce moment-là, Sony, qui voyait que le succès de l'album prenait, allait finalement remettre du budget dans la promotion de l'album et surtout préparer des singles comme il se doit. Mais non, pas du tout. Les choses vont ne faire qu'empirer. Sony va choisir que ce serait la chanson Cry qui sera le second single de l'album. La dernière chanson que je n'ai pas encore évoquée. En 1995, le chanteur de R&B R. Kelly avait écrit et composé You Are Not Alone pour Michael Jackson, qui sera un énorme succès aux États-Unis, son dernier numéro 1. Alors pour cet album, R. Kelly va une nouvelle fois écrire et produire un titre entièrement pour Michael Jackson. Il s'agissait de Cry. Elle prend le rôle dans l'album de la musique avec un message humanitaire, comme chacun de ses albums avait. Je pense notamment à Men in the Mirror, Heal the World, Her Song, pour ne citer qu'elle. La chanson monte également en apothéose vers la fin, marquant une nouvelle fois un bel hymne humanitaire pour l'album. Mais Michael, contrairement à Sony, ne voyait pas du tout Cry être la chanson qui allait porter l'album. Des titres comme Unbreakable ou Butterflies étaient pour lui plus judicieux de faire le travail. Mais rien à faire, Sony n'écoute pas Michael Jackson, ils choisissent Cry. Et un tout petit budget a été mis dans la production du clip, ce qui énerva encore plus Michael puisque son album se vendait super bien. Et il a donc décidé de ne pas aller au tournage du clip, en plus d'être anxieux de voyager après les attentats du 11 septembre. Le 5 décembre 2001 est donc sorti le single de Cry. Enfin, seulement en Europe, parce qu'apparemment Sony ne voulait définitivement pas sortir de single aux États-Unis. Le clip sort également le même jour, et c'est certainement le pire clip de Michael Jackson. Il consiste à voir une chaîne d'humains dans divers biomes de la planète, mais comme dit plus tôt, Michael n'apparaît même pas dans la vidéo, lui qui a refusé de se rendre au tournage. Mais en fait, le pire dans tout ça, c'est que le single de Cry, qui d'ailleurs inclut sur sa face B la chanson Shout qui avait justement été écarté de l'album au dernier moment, et bien ce single va en quelque sorte conclure la promotion de l'album. Oui, l'année 2001 n'était pas encore terminée que la promotion allait déjà prendre fin. Là où ses précédents albums avaient des promos qui duraient plus de 2 ans. Seules des chansons sortiront en single promotionnel, c'est-à-dire seulement distribuées pour l'écoute en radio, mais interdit à la vente. C'est le cas par exemple de Speechless qui sera brièvement diffusé à la radio en Corée du Sud, ou même de Butterflies qui sera diffusé aux États-Unis. Et d'ailleurs, ce qui est totalement fou, c'est que juste avec les passages radio, Butterflies s'est classé à la 14e place des charts américaines et à la 2e place du classement R&B. Quand tu sais ça, tu ne peux même pas comprendre le choix de Sony de ne pas promouvoir l'album. Rien que sortir officiellement le single de Butterflies l'aurait permis à rentrer facilement dans le top 10, vu que juste avec les passages radio, elle était 14e. Alors imaginez un clip en plus, elle aurait pu clairement atteindre la première place du classement. Mais il faut pas trop utiliser des si quand on parle de l'album Invincible, car il s'est tellement rien passé qu'on peut tellement fantasmer sur des potentiels singles ou clips qui auraient pu sortir. Concernant les concerts, Michael Jackson ne prévoyait pas de tournée pour cet album
album quoi qu'il arrive. Do you want to tour, and will you do a world tour or a European tour? We haven't thought about it much right now, but I don't want to say it's not in the works. We're concentrating on a lot of different things right now, so I can't quite say. Fine. I wanted to ask you. You know what? In the near future, I'm sure there'll be something that'll come up in the near future. People should keep their eyes open for announcements on that front. Bien qu'il évoque que quelque chose de spécial devait arriver, on sait que les tournées étaient très éprouvantes pour Michael Jackson et qu'il n'aimait pas ça. The record company usually like for you to support your album and go on tour. And I don't like to. I do like relating to the fans, giving the fans a chance to see you face to face, because you go from Hong Kong to Africa to China to Brazil to, you know, Singapore, Switzerland, London, Paris, Russia, and the stadiums are just jammed, and the energy is great. Well, can we just do it again without the negative saying that you don't like the tour? I don't like it though. I know, but I go through hell. Setting up, though? I don't understand. I go through hell touring. Okay, then I'll make it positive then. Yeah, it's just well, you know the truth. Yeah. Okay. And action, Michael. I love to tour. You guys must Why you all start laughing? I'm going to get into it. C'est comme ça qu'on arrive à la fin de cette vidéo, car la suite, c'est-à-dire la guerre publique qui va se passer entre Michael Jackson et Sony Music, notamment son PDG Tommy Mottola, que Michael qualifiera de raciste, eh bien j'y reviendrai dans une prochaine vidéo qui risque d'arriver très vite sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien louper. On essaiera de comprendre les raisons des tensions entre les deux hommes et de voir comment tout ça s'est terminé. Je vous propose de terminer sur une note un peu plus positive en écoutant Michael Jackson nous dire quelles étaient ses chansons préférées présentes sur l'album Invincible. What is your favorite song on the new album? My favorite song on the new album, can I pick two? It would probably be Unbreakable. I'll pick three. Unbreakable, Speechless, and The Lost Children. Bonne année à toutes et à tous. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si jamais ça vous a plu, parce que dans les prochains jours et prochaines semaines vont sortir pas mal de vidéos qui vont revenir sur plein de sujets que j'ai pas pu aborder dans cette longue vidéo, que ce soit l'histoire de la controverse avec Sony vraiment de manière complète, l'histoire du clip de You Rock My World et encore plein d'autres. En tout cas, en attendant, vous pouvez également me suivre sur Instagram, donc il s'affiche à l'écran mon Instagram et également un autre Instagram que je promouvois juste. Je fais également de la musique en dehors de YouTube, donc si vous êtes intéressé à l'idée d'écouter ma musique, n'hésitez pas. J'ai mis dans le premier lien de la description un lien qui ramène directement vers mes plateformes de streaming où vous pouvez directement écouter ma musique. En tout cas, j'espère que vous m'entendez quand même, que je suis un peu loin et j'ai pas mon micro et tout. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.